Luffy dévoile sa forme démoniaque contre le Gorosei et Joy Boy parle enfin. Let's go. Dernier chapitre avait fait trembler la communauté avec l'apparition d'une nouvelle niquette sous les traits de Bonnie. Ce chapitre 1119 va... Et mettre le GOAT. Les mecs, j'annonce officiellement le début de la propagande Emmet. Il faut une propagande digne de la propagande Shiryu qui a fait paniquer, qui fait encore paniquer les pro-parp, les pro-mid. Il faut une propagande parce que Emmet, c'est le frérot de Joy Boy. Donc ça va puer. Ça va sentir pas bon pour les méchants. Enfin, pour les méchants. Ça va sentir pas bon pour nos ennemis. Hein. Tout ce qui est GM, tout ce qui est marine. Emmet, les mecs. C'est le GOAT. Rassurer beaucoup. Oh, frérot, au niveau redure, n'exagérons pas. Frérot, on a dit, comment dirais-je, on a dit propagande, mais faut doser, frérot. Entre vous. Bonnie perd aussi vite sa forme de Nika. Le robot géant se réveille et dévoile enfin son vrai nom. Le message de Vegapunk continue encore un peu et Luffy est plus démoniaque que jamais. Bienvenue à tous et à toutes. Ouais, Goji, ça fait longtemps qu'on n'a pas réagi au frérot Goji. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts car aujourd'hui j'ai encore de nombreuses analyses et théories à vous faire découvrir. On peut commencer par la mini-aventure de Yamato qui prend enfin la route pour poursuivre son pèlerinage. Eh ben mon vieux, il était temps, c'est bon, elle va enfin pouvoir nous concocter la meilleure... Vous imaginez Yamato sur Egghead? Vous imaginez si on rajoute Yamato en troisième commandant? Parce que bien évidemment, Jinbei malheureusement, qui est censé faire office de troisième commandant, c'est compliqué, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Le chat, il est pas là le chat. Merci la percha. Le frérot Jinbei, là, pour l'instant, en termes de commandant, c'est compliqué, hein. Il a pas fait de truc de fou, alors que Yamato, je pense que Yamato aurait été à minima plus intéressante. Maintenant, je dis ça, je dis rien. Des mini-aventures. Si, je vous assure, on va découvrir des secrets et des histoires à la hauteur d'un pays aussi antique et mystérieux que celui de Wano Kuni. Un truc m'a déjà titillé dans cette nouvelle... Ah ouais, elle aurait combattu Lucci, hein, c'est vrai. C'est vrai, elle aurait combattu Lucci, elle lui aurait mis des coups de canabo sur la gueule. Ouais, effectivement. Elle l'aurait combattu et puis Zoro aurait pu être ailleurs. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Cover et qui aura son importance plus tard. Yamato se fait lyncher, elle se fait rejeter par des mômes qui voient seulement en elle la progéniture de... Elle se fait lyncher par des mômes, mais leur déclaque les mômes. Égalité, que tu sois un môme ou pas, on te met des claques. Tu nous tapes, on te tape. C'est l'égalité les mecs. Kaido, leur bourreau. Et ben oui, le monde n'est pas si beau et rose. Merci Victor de valider mes propos. Yamato a beau avoir été accepté par tout le monde, après avoir lutté contre son père, tous les citoyens de Wano ne sont pas au courant de sa bonté d'âme. Yamato va donc devoir découvrir et HDR plus dans le crâne. Et puis après tu vas voir les parents et tu les tapes, pour ne pas avoir correctement éduqué les gosses. Pareil, les maux que son père a infligés à ce peuple durant 2 longues décennies, et ça sera sûrement là une vraie bataille pour elle dans sa mini-aventure. Quoi qu'il en soit, c'est important de se mettre en tête que nous arrivons enfin dans le vif du sujet de cette nouvelle histoire. Yamato a enfin commencé son voyage, et les prochains épisodes ne pourront être que des plus passionnants. Le vrai chapitre, lui, commence avec Kaku et Stussy qui nous offrent une belle scène à nouveau, en particulier Kaku qui sauve à son tour son ancienne camarade, car le retour de Lucci pourrait surtout... Hey, regardez, magnifique. Ouais, Stussy part... Enfuis-toi, sinon je ne pourrai pas retenir Lucci. Le retenir pourquoi? Mais moi je suis Stussy, je lui dis mais le retenir pourquoi espèce de golemon? On va refaire un remake de la dernière fois, il va me taper. Je vais le mordre, je vais le coucher. Hein. Une nouvelle attaque de la part Agenda Stussy, les mecs, regardez. Du chef du CP0. N'oublions pas que Stussy a trahi le Cypherpole. Elle a trahi Kaku et Lucci, et même si elle les considère comme de... dommage, il a pas mis la suite. C'est dommage. Mais ouais, elle l'avait giflé. Amis, sentiment que Kaku semble d'ailleurs partager, ils savent tous les deux que Lucci, lui, n'est pas vraiment pareil. Donc bon, ce qu'on doit retenir de cette scène est qu'ils partagent tous un lien profond. Que c'est beau à voir même chez les antagonistes, car oui, dans One Piece, ce n'est pas que les gentils qui peuvent faire acte d'humanité. Mis à part ça, maintenant que Stussy est entre guillemets libre, que va-t-elle réellement pouvoir faire? Se sacrifier malgré tout, faire jeu à part, s'allier avec les Mugiwara? J'ai un petit attrait pour cette dernière option, alors on va sauter un petit peu les étapes, hein, mais plus loin dans le chapitre, Atlas et Lilith entrent en contact et réalisent que de toute façon, York pourra suivre les deux Vegapunk. Comme d'hab, Oda reste bien discret, donc on ne sait pas précisément quel est le plan
d'Atlas, mais j'ai deux options. La première serait que simplement Atlas et Lilith se déconnectent du Punk Record, qu'elles révoquent elles-mêmes leur accès à la conscience générale de Vegapunk afin de rester cachées sous les radars. Ça me semble assez ok comme scénario. La deuxième proposition serait qu'Atlas et Lilith se sacrifient à leur tour. Alors non, j'ai pas du tout sorti mon Death Note juste pour me faire plaisir, hein. Je me suis simplement rendu compte que plus l'arc avance, moins il reste de Vegapunk, car tous meurent ou disparaissent. En satellite allié, il ne reste plus que Atlas et Lilith, et plus ça va, plus j'ai l'impression que l'une d'elles sera aussi sacrifiée. J'aurais tendance à penser Atlas justement, puisque Lilith est la première Vegapunk à nous être introduite. Elle pourrait être aussi ceux qui suivent les Mugiwara, mais ça pourrait être totalement les deux, hein. Ne nous faisons pas de film. Bref, là où je veux en venir du coup, c'est qu'il y aura forcément un membre d'Egghead qui va s'échapper en accompagnant les Mugiwara, c'est évident. Et juste... Il a raison, Sonny, hein. C'est vrai que si t'as tous les Vegapunk qui crèvent, c'est ça la limite du comportement de Luffy quand il fait le Golemon. C'est vrai que c'est drôle, c'est bien, c'est sympathique et tout, mais c'est un peu comme Zoro quand Sanji lui a dit ouais, arrête de mettre tout le monde en danger et puis vas-y, combat sérieusement. Il a combattu sérieusement et puis il l'a giflé sans Haki des Rois. Donc c'est vrai que là, s'il y a tout le monde qui crève parce que Luffy a voulu faire le con perdant du temps, on se rappelle de contre Kizaru, il a perdu du temps et tout, ça sera un petit peu chiant. Justement, tant mieux. Si ce n'est ni Atlas ni Lilith, après on s'en fout des satellites. alors ça pourrait être ceci. Après on va me dire à moi que je suis mauvais, hein. Eh bah. Les deux satellites de Vegapunk se sacrifieraient pour permettre... C'est comme à l'époque de Pumba, là, vous vous rappelez? Pumba, tout le monde qui disait ouais, Pumba il faut qu'il crève, il faut qu'il crève. Moi j'étais là, j'étais le seul à défendre le Pumba. Je disais les mecs, il vient à peine de retrouver sa fille. Il y a Ginny qui est morte, faut parler de Ginny, parlons de Ginny, elle est morte Ginny. Il a pas le droit de vivre en paix avec sa fille, Pumba. Mettre aux Mugiwara de s'enfuir et ceux-ci les aideraient, en particulier le groupe de Zoro, qui se trouve normalement non loin d'elle. Dites-moi la proposition qui vous attire le plus. Moi je pense quand même que ce deuxième scénario me semble des plus cohérents et ferait de ceux-ci la seule héritière de la volonté des Vegapunk, l'ironie voulant qu'elle soit... Et il y en a qui ont la volonté de Barbe Blanche, la volonté de Joy Boy, et la volonté de Vegapunk. Si la toute première de ses créations. la volonté de merde. Humaine. Ok, on arrive à la partie compliquée. Après, tout a chié sur son père, mais c'est normal que j'ai chié sur son père, la Percha. Tu te rappelles? Ouais, je vais pas refaire ce qui s'est passé, hein. Il a dansé, s'est fait plomber. La faute à qui? Puisque 40 000 choses se passent en même temps. Alors, pour résumer très brièvement, Mars attaque le navire d'Elbaf avec la même technique que le chapitre précédent, mais Luffy le bloque avec son Gear 5. Son objectif est très clair, pour une fois, le capitaine ne veut pas combattre, mais plutôt repousser l'ennemi face à lui. Le plan Doum, pan, pan, pan. consiste alors à envoyer valser Mars en combinant les plus puissantes techniques des protagonistes qui seront infligées à Luffy et converties en une seule source d'énergie pour que ce même Luffy l'utilise contre Oh la gueule de fou furieux, la gueule de zinzin. Ainsi, Sanji utilise le Ifrit Jump Hell Memory. J'aurais tellement kiffé, mais vous imaginez, vous voyez quand il a fait sa gueule de con là, attendez, je vais vous la montrer. Hop, elle est où? Est-ce qu'elle est là? Non, ça c'est Kuzan, voilà. Quand il a fait sa gueule de con là, Kizaru, vous imaginez si là, Sanji, il te fait Ifrit, il lui saute dessus, il lui met un coup dans le bide. Mais vous imaginez les larmes de Kizaru? Vous imaginez comment il aurait paniqué le frérot? Ah, ça restera un regret, malheureusement. Franky le Strong. Moi je le dis, il aurait brisé des côtes. C'est un Queen hyper résistant qui se prend des coups, il avait hyper mal, mais t'imagines Kizaru, au bout d'un moment... Et Bonnie une crise d'épilepsie. Kudai Nikano Punch sur Luffy, qui utilisera à son tour le Gomu Gomu no Down Balloon, catapultant Mars à travers le ciel et les nuages. Eh ben, elle était bien sympathique cette petite scène d'attaque combinée. Bon, par contre, j'ai plein de remarques à vous faire, d'éléments à relever. Avant cela, je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo pour me soutenir et même à vous abonner. Merci beaucoup les bros. On commence par Sanji qui affirme que sa plus puissante technique... On doit obéir aux ordres du capitaine Bonnie. Actuelle est le Ifrit Jump Hell Memories qui, à ma très grande surprise, n'est pas la même technique utilisée face à Queen au chapitre 1034 pour clore son combat. Autre petit détail, quand même très bien géré par Oda, soyons honnêtes, c'est son sourcil. Je sais pas si vous aurez remarqué, mais avant d'utiliser son Ifrit Jump... Ah, c'est pour ça qu'il y en a qui ont dit que la technique de Sanji était nulle. Parce qu'en gros, c'est censé être sa technique finale. Putain, j'avais même pas capté. Ah oui, d'accord, mais ouais, mais après Sanji, c'est un mec qui enchaîne, quoi. C'est un mec, même à l'époque, hein, Double Jump, c'est des trucs de... C'est des enchaînements. C'est pas comme Zoro Ashura. Zoro, c'est une technique qu'il avait. C'était pas l'équivalent d'une forme. Alors que Sanji, quand il te met en Double Jump, c'est des combos, ouais, exactement, ouais. C'est pas... C'est deux styles différents. Sanji avait son sourcil côté gauche pour l'avoir ensuite du Maintenant,
si on veut aller un peu plus loin, le Elle mémorise contre Kizaru Ifrit, est-ce que j'ai besoin de parler? Elle mémorise dans la gueule de Kizaru. Ai-je besoin de parler? Je ne pense pas. Tes droits directement après avoir attaqué. Bon alors ok, c'est pas la découverte du siècle, hein, on sait que l'utilisation de l'Ifrit Jump change son sourcil de place, mais pour un si petit détail, Oda ne l'oublie jamais, enfin pour l'instant. Côté Franky, rien de très particulier, si ce n'est que j'aurais pensé qu'il utilise une technique plus puissante que celle-ci, genre le Radical Beam par exemple, aurait eu un peu plus d'impact. Après, certes, le but n'était pas de transpercer Luffy non plus, mais vu qu'il a lui-même demandé l'exécution de leur plus puissante capacité, je pense qu'il fallait pas faire les... Garp l'aurait tank, je sais pas frérot, un coup d'épée et... un coup d'épée et il a commencé à faire des prières le frérot, il a commencé à regarder le ciel alors qu'il va finir en enfer, hein, donc je sais pas frérot, je ne sais pas. Garp, bon certes, je vante ce qu'il a fait contre Kuzan, mais bon, attention hein. Les choses à moitié. Justement, Luffy a bien douillé après, sans surprise, car du Haki a été utilisé. Sanji en a utilisé naturellement, puisque c'est toujours le cas avec l'Ifrit Jump. Bonnie en a utilisé aussi, mais ça on en parlera juste après. Mais Franky alors, en a-t-il utilisé également? Si la question peut sérieusement se poser, j'ai le malheur de vous dire qu'il ne semble pas qu'il ait utilisé du Haki de l'armement. Aucune case ne le laisse suggérer. Bon, par contre, Bonnie, elle a utilisé, et là c'est très intéressant. La semaine dernière, sa forme Nika-esque apparue à la fin du chapitre avait pas mal fait parler d'elle. Incohérence, génie, tout le monde... Incohérence, carrément. C'est ça que je kiffe avec le fait qu'un maximum de gens donnent son avis sur les chapitres maintenant. C'est qu'il y en a, ils dosent pas et c'est tellement divertissant, genre incohérence carrément. Ah ouais, waouh. Se battait en défendant son camp et ses opinions. Dans ce nouveau... les gens ont perdu le sens des mots. Au chapitre, elle se permet alors même le luxe d'utiliser le Haki de l'armement avec son Nika Punch qui ressemble, mais alors trait pour trait, au Gear Sword de Luffy, en particulier celui face à Kaido au chapitre 922. Alors est-ce que Bonnie du haut de ses 12 ans possède-t-elle vraiment le Haki de l'armement ou est-ce un nouveau tour de passe-passe de son fruit du démon? En toute sincérité, je suis assez mitigé. Oui, son fruit du démon est exceptionnel et permet des folies que l'on n'imagine même pas. Pourrait-il toutefois lui conférer le Haki de l'armement alors qu'elle est encore toute jeune? D'un autre côté, cette jeunesse ne l'a pas empêché de naviguer sur tout Grand Line, jusqu'à arriver loin dans le Nouveau Monde, sur Egghead. Depuis des années, Bonnie s'entraîne. Oh, moi honnêtement, le niveau de puissance de Bonnie, c'est pas un truc qui m'intéresse. Je sais pas pour vous, hein, mais c'est pas du tout un truc que j'analyserai, que je regarderai en détail. Voilà, c'est un perso qui est intéressant, qui a un pouvoir intéressant à un instant T pour l'arc. Franchement, le niveau de Bonnie, j'en ai strictement rien à foutre. Hein. Après vous, je sais pas, mais... Elle s'entraîne au combat, mais elle s'entraîne à utiliser son fruit du démon également. C'est une sorte de prodige, une génie dans l'utilisation de son fruit. N'oubliez jamais que les utilisateurs... Maintenant, rendons à César ce qui appartient à César. Elle a humilié les vice-amiraux et ça j'aime beaucoup. De fruits du démon se fatiguent à force d'utiliser leur pouvoir. Pourtant, Bonnie reste en quasi-permanence dans une forme adulte grâce à son Toshi Toshi no Mi. Malgré son jeune âge, elle a atteint un niveau de maîtrise absolument terrifiant sans s'en rendre compte. Dans 10 ans, ça sera un monstre, hein. Gardez-le en tête. Donc là où je veux en venir, c'est que c'est pas une gamine normale, c'est pas une... Rien à foutre de Bonnie, parle-nous de Ginny plutôt. Random et le Haki de l'armement qu'elle possède pourrait totalement être le sien pour provenir de sa transformation en Nika. En effet, quand Luffy a combattu Saturne devant elle en lui montrant comment donner un vrai coup de poing, il l'a fait avec du Haki de l'armement et donc Bonnie pourrait l'avoir imité, expliquant pourquoi dans sa forme de combat ultime, elle puisse revêtir cette forme de Haki. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que Bonnie est beaucoup plus avancée qu'on ne le pense. Ça me fait même penser à Kobe. Récemment, on a appris qu'il s'entraînait tous les jours à frapper dans des... Ouais. L'entraînement de Kobe, il y en a qui ont un niveau de compréhension assez limité, hein. Franchement, certifier qu'il a le Haki des rois, genre pour faire passer ceux qui disent que ce n'est pas le cas, ou en tout cas que ça n'a pas été confirmé, tenter de les faire passer pour des cons, c'est un truc de fou quand même. On te dit quand même que le mec n'a pas de don inné et qu'il s'entraîne à frapper avec ses poings sur du granit marin. À quel moment, quand t'as ces infos, tu te dis, ah, Haki des rois. À quel moment? Je comprends pas, il y en a qui réfléchissent, mais tellement bizarrement. Genre, il y a aucun lien, en fait. L'entraînement qu'il a subi, entre guillemets, il y a aucun lien avec le Haki des rois. Des cuirassés comme Garp, ce qui a développé chez lui une force sommeillant, hein, qu'il ne soupçonnait pas le moins du monde. Bah, Bonnie, c'est pareil. À force d'utiliser en permanence, quotidiennement, les pouvoirs de son fruit, elle le maîtrise désormais assez pour utiliser des formes. Après, tu peux dire que tu penses qu'il a, vous voyez, moi, y a pas de problème, hein. Tu me dis Fujitora, elle a le Haki des rois. Tu me dis Ginny, elle a le
haki des rois, allons-y, hein. Toza, il a le haki des rois pendant qu'on y est, hein. Mais franchement, tenter de faire passer les gens qui disent que non, c'est pas le cas pour des cons, souffle un petit peu, quoi. Aussi puissante que celle de Nika et pourrait même bientôt éveiller son Toshitoshi no Ni si ce n'est pas déjà fait. Ok, alors justement, parlant de sa forme Nika, puisqu'elle a pris fin tout juste après avoir utilisé son attaque pour jarter Mars. Que dire de plus que, je vous l'avais dit la semaine dernière, cette forme ne sera pas permanente. Elle va s'épuiser à une vitesse folle, elle ne pourra pas l'exploiter comme Luffy exploite son Gear 5. J'espère vraiment que ceux qui avaient peur de voir apparaître un Nika bis dans One Piece soient rassurés, parce que là vraiment, Bonnie n'a défini... Mais le pire, hein, c'est qu'elle avait dit dans le chapitre avec Joy Boy, là, quand il dit le premier pirate c'est Joy Boy, elle le dit, on voit que son pouvoir... la limite beaucoup, donc en Gear 5, le pouvoir ne pouvait pas durer longtemps. Mais bon, il y en a plein qui... Je sais pas, il y en a plein qui... Peut-être qu'ils ont pas correctement lu le chapitre et qui pensaient qu'elle pouvait durer longtemps sous la forme. Mais bon, ce serait quand même aller à l'encontre. Enfin, ça voudrait quand même dire qu'Oda aurait été incohérent en l'espace de 2 chapitres, hein, c'est... Bon. Définitivement pas montré. C'est pas du Oda, ça. D'incohérence dans son pouvoir. Si elle avait pu combattre pendant de longues pages, de longs chapitres, j'aurais compris. Ah, c'est vrai, en parlant du Discord, c'est vrai, j'ai pas pris d'appel aujourd'hui. Prochain chapitre, on prendra des appels en vocal. Mais là, en 6 pages et une attaque, sa transformation était déjà pliée et remballée. Même elle a trouvé cette forme épuisante. C'est pour dire à quel point elle ne représente aucun danger pour la cohérence de l'œuvre. Ok, et concernant... D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'un flop pour Bonnie? Parce que personne n'en a parlé, mais est-ce qu'on peut parler d'un flop? Elle a la forme du Gear 5. Tout ce qu'elle fait avant d'être KO, c'est la patate, là, la patate truc, là, enfin, l'espèce de l'équivalent de Gear 3. En vrai, on aurait pu avoir un... Bon, j'exagère volontairement, vous me connaissez, mais on aurait pu avoir un Bajrangun. On aurait pu avoir un... Je sais pas, moi, elle met une patate la patate de sa vie à... Comment il s'appelle? À Marcus, et genre, elle le dégage. Vous voyez? Non, elle a mis un coup en tapant Luffy. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un flop, Bonnie? Est-ce que c'est... Hein? Luffy, du coup. Est-ce qu'on peut parler de flop ou...